Bonsoir à tous. Merci de votre patience. C'est vrai que j'étais assez pris en ces derniers temps là. Voilà, j'ai deux emplois, certains qui doivent connaître ça. Et voilà, donc j'ai pas trop eu le temps de lire, mais donc voilà. On est reparti avec la suite. Donc j'enchaîne directement avec le chapitre 10. Quand il se réveilla, ce fut avec l'impression d'avoir dormi longtemps. Mais, mais un regard à la pendule démodée lui apprit qu'il n'était que 23 heures. Il resta un moment assommé, puis l'habituelle chanson, chantée à plein poumon, monta de la cour. Ce n'était qu'un rêve sans espoir. Il passa comme un jour d'avril. Mais un regard et un mot, et les rêves qu'ils éveillent, tordent encore les fibres de mon cœur. La ritournelle semblait encore en vogue. On l'entendait par toute la ville. Elle tenait plus longtemps que la chanson de la haine. Julia se réveilla au bruit, s'étira voluptueusement et sortit du lit. J'ai faim, dit-elle. Faisons encore un peu de café. Hein. Oh zut, le fourneau s'est éteint et l'eau est froide. Elle prit le fourneau et le secoua. Il n'y a plus de pétrole. Oh, le vieux Charrington nous en donnera, je pense. Ah, c'est bizarre, je m'étais assuré qu'il était rempli. Elle ajouta. Je vais m'habiller, il me semble qu'il fait plus froid. Winston se leva aussi et s'habilla. La voix infatigable continuait à chanter. On dit que le temps apaise toute douleur. On dit que tout peut s'oublier. Mais les sourires et les pleurs, par-delà les années, tordent encore les fibres de mon cœur. Quand il eut attaché la ceinture de sa combinaison, il alla à la fenêtre. Le soleil devait descendre derrière les maisons. Il n'éclairait plus la cour. Les pavés étaient humides comme s'ils venaient d'être lavés, et Winston avait l'impression que le ciel avait été lavé aussi, tellement le bleu était frais et pâle entre les cheminées. La femme, infatigable, allait et venait, s'emplissait la bouche d'épingles, les enlevait, chantait, puis restait silencieuse. Épinglait toujours plus de couches, encore et encore. Il se demanda si elle l'avait pour gagner sa vie ou était simplement l'esclave de 20 ou 30 petits-enfants. Julia était venue près de lui. Ils regardaient ensemble, avec une sorte de fascination, la robuste silhouette d'en bas. Winston, frappé par l'attitude caractéristique de la femme, bras épais levés pour atteindre la corde, puissante, croupe saillante de jument, se rendit compte pour la première fois qu'elle était belle. Il ne lui était jamais venu à l'idée que le corps d'une femme de 50 ans, épanoui en des dimensions monstrueuses par les maternités, puis endurci, rendu rugueux par le travail jusqu'à être d'un grain plus grossier que celui d'un navet trop mûr, pouvait être beau. Mais il était beau, et après tout, pourquoi ne le serait-il pas? Le corps solide et informe comme un bloc de granit, et la peau rouge et rugueuse, avaient le même rapport avec le corps d'une fille que le fruit de l'églantier avec une rose. Pourquoi le fruit serait-il tenu pour inférieur à la fleur? Elle est belle, murmura-t-il. Elle a bien un mètre d'une hanche à l'autre, hein, facilement, dit Julia. C'est son style de beauté, répondit Winston. Il entourait facilement de son bras la souple taille de Julia. De la hanche au genou, son flanc était contre le sien. Aucun enfant ne naîtrait jamais d'eux. C'était la seule chose qu'il ne pourrait jamais faire. Il ne pourrait transmettre le secret d'un esprit à l'autre que par les mots. La femme d'en bas n'avait pas d'esprit. Elle n'avait que des bras forts, un cœur ardent, un ventre fertile. Il se demanda à combien d'enfants elle pouvait avoir donné naissance. Facilement à une quinzaine. Elle avait eu sa floraison momentanée. Une année peut-être, elle avait eu la beauté d'une rose sauvage, et puis elle avait soudain grossi, comme un fruit fertilisé, et elle était devenue dure, rouge et rugueuse. Sa vie s'était passée à blanchir, à brosser, à repriser, à cuisiner, balayer, polir, raccommoder, frotter, blanchir. D'abord pour ses enfants, puis pour ses petits-enfants, pendant 30 ans d'affilée. Au bout des 30 ans, elle chantait encore.
Le respect mystique que Winston éprouvait à son égard était mêlé à l'aspect du ciel pâle et sans nuages qui s'étendait au loin derrière les cheminées. Winston pensa qu'il était étrange que tout le monde partageât le même ciel, en Estasia et en Eurasia, comme en Océania, et les gens qui vivaient sous le ciel étaient tous semblables. C'était partout, dans le monde entier, des centaines et des millions de gens s'ignorant les uns les autres, séparés par des murs de haine et de mensonges, et cependant presque exactement les mêmes. Des gens qui n'avaient jamais appris à penser, mais qui emmagasinaient dans leur cœur, dans leur ventre et leurs muscles, la force qui un jour bouleverserait le monde. S'il y avait de l'espoir, il était chez les prolétaires. Sans avoir lu la fin du livre, Winston savait que ce devait être le message final de Goldstein. L'avenir appartenait aux prolétaires. Mais pouvait-on être certain que le monde qu'ils construiraient quand leur heure viendrait ne serait pas aussi étranger à lui, Winston Smith, que le monde du parti? Oui, car ce serait du moins un monde sain. Là où il y a égalité, il peut y avoir santé. Tôt ou tard, la force deviendrait consciente et agirait. Les prolétaires étaient immortels. On ne pouvait en douter quand on regardait la vaillante silhouette de la cour. À la fin, l'heure de leur réveil sonnerait. Et jusqu'à ce moment, même s'il n'arrivait que dans 2000 ans, ils resteraient vivants, malgré les intempéries, comme des oiseaux, transmettant d'un corps à l'autre la vitalité que le parti ne pouvait partager et ne pouvait tuer. « Te souviens-tu, demanda-t-il, de la grive qui chantait pour nous le premier jour à la lisière du bois ?»« Elle ne chantait pas pour nous, répondit Julia. Elle chantait pour se faire plaisir à elle-même. Non, pas même cela, elle chantait tout simplement. Les oiseaux chantaient, les prolétaires chantaient, le parti ne chantait pas. Partout dans le monde, à Londres et à New York, en Afrique et au Brésil, et dans les contrées mystérieuses et défendues par-delà les frontières, dans les rues de Paris et de Berlin, dans les villages de l'interminable plaine russe, dans les bazars de la Chine et du Japon, partout se dressait la même silhouette, solide et invincible, monstrueuse à force de travail et d'enfantement, qui peinait de sa naissance à sa mort, mais chantait encore. De ses reins puissants, une race d'êtres conscients devait un jour sortir. On était des morts, l'avenir leur appartenait. Mais on pouvait partager ce futur en gardant l'esprit vivant comme il gardait le corps et en transmettant la doctrine secrète que 2 et 2 font 4. Nous sommes des morts, dit-il. Nous sommes des morts, répéta Julia obéissante. Vous êtes des morts, dit une voix de fer derrière eux. Ils se séparèrent brusquement. Winston était glacé jusqu'aux entrailles. Il pouvait voir, tout autour des iris, le blanc des yeux de Julia, dont le visage était devenu d'un blanc de lait. La tache de rouge qu'elle avait encore sur chaque joue ressortait crûment, presque comme si elle n'était pas reliée à la peau. « Vous êtes des morts, répéta la voix de fer. Il était derrière le tableau, souffla Julia. Il était derrière le tableau, dit la voix. Restez où vous êtes. Ne faites aucun mouvement jusqu'à ce que je vous l'ordonne. Ça y est. Ça y était. C'était la fin. Il ne pouvait rien faire que rester debout à se regarder dans les yeux. Se sauver en courant, s'enfuir de la maison avant qu'il fût trop tard. Une telle idée ne leur vint pas. On ne pouvait penser à désobéir à la voix de fer qui venait du mur. Il y eut un claquement, comme si un loquet avait été tourné, et un bruit de verre cassé. Le tableau était tombé sur le parquet.
découvrant le télécran. Maintenant, ils peuvent nous voir, dit Julia. Maintenant, nous pouvons vous voir, dit la voix. Debout au milieu de la chambre, dos à dos, les mains croisées derrière la tête, sans vous toucher. Ils ne se touchaient pas, mais il semblait à Winston qu'il pouvait sentir trembler le corps de Julia. Ou peut-être était-ce le tremblement du sien. Il pouvait à peine empêcher ses dents de claquer. Ses genoux, eux, échappaient à sa volonté. Il y avait en bas, à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, un bruit de bottes. La cour paraissait pleine d'hommes. Le chant de la femme s'était brusquement arrêté. Il y eut un long bruit de roulement, comme si le baquet avait été lancé à travers la cour, et puis une confusion de cris de colère qui se termina par un cri de douleur. « La maison est cernée, » dit Winston. « La maison est cernée, » dit la voix. Il entendit Julia serrer les dents. « Je suppose que nous ferions aussi bien de nous dire adieu, » dit-elle. « Vous feriez aussi bien de vous dire adieu, » dit la voix. Alors, une autre voix, tout à fait différente, la voix claire d'un homme cultivé que Winston eut l'impression d'avoir déjà entendu, intervint. Et à propos, pendant que nous en sommes à ce sujet, voici une chandelle pour aller vous coucher. Voici un couperet pour couper votre tête. Quelque chose s'écrasa sur le lit derrière Winston. Le haut d'une échelle avait été poussé à travers la fenêtre et avait fait tomber le cadre. Quelqu'un grimpait par là. On entendit le bruit des bottes qui montaient l'escalier. La pièce fut remplie d'hommes solides en uniforme noir, chaussés de bottes ferrées et munis de matraques. Winston ne tremblait plus. Il bougeait à peine, même les yeux. Une seule chose comptait, rester immobile. Rester immobile et ne pas leur fournir de prétexte pour vous battre. Un homme à la mâchoire de boxeur, dont la bouche ne formait qu'un trait, s'arrêta devant lui en balançant pensivement sa matraque entre le pouce et l'index. Winston rencontra son regard. L'impression de nudité qu'il ressentait, avec les mains derrière la tête et le visage et le corps exposés tout entier, était presque insupportable. L'homme sortit un bout de langue blanche, lécha l'endroit où auraient dû se trouver ses lèvres, et puis passa. Il y eut un nouveau fracas. Quelqu'un avait pris sur la table le presse-papier de verre et le réduisait en miettes contre la pierre du foyer. Le fragment de corail, une fleur minuscule et plissée comme un bouton de rose en sucre sur un gâteau, roula sur le tapis. Combien, pensa Winston. Combien il avait toujours été petit. Il y eut un halètement et le bruit d'un coup derrière lui, et il reçut sur la jambe un violent coup de pied qui lui fit presque perdre l'équilibre. Un des hommes avait lancé à Julia un coup de poing en plein plexus solaire qui l'avait fait se plier en deux comme une règle de poche. Étendue sur le parquet, elle s'efforçait de retrouver son souffle. Winston n'osa tourner la tête, même d'1 millimètre, mais le visage livide, haletant, venait parfois dans l'angle de sa vision. Même à travers sa terreur, il lui semblait sentir la douleur dans son propre corps, la douleur mortelle qui était cependant moins urgente que la lutte pour reprendre son souffle. Il savait ce qu'elle devait ressentir, la souffrance terrible, torturante, qui ne vous quitte pas, mais à laquelle on ne peut penser encore, car il est nécessaire avant tout de pouvoir respirer. 2 des hommes la saisirent par les genoux et les épaules et l'emportèrent hors de la pièce, comme un sac. Winston entrevit rapidement son visage, retourné vers le bas, jaune et contorsionné, les yeux fermés, une tache rouge sur chaque joue, et c'est la dernière vision qu'il eut d'elle. Il était debout, immobile, comme un mort. Personne ne l'avait encore frappé.
Des pensées qui venaient d'elles-mêmes, mais qui paraissaient absolument sans intérêt, commencèrent à lui traverser l'esprit. Il se demanda si on avait pris M. Charrington. Il se demanda ce qu'on avait fait à la femme de la cour. Il remarqua qu'il avait une forte envie d'uriner et s'en étonna, car il n'y avait que 2 ou 3 heures qu'il avait uriné. Il vit que l'aiguille de la pendule indiquait le chiffre 9, ce qui signifiait 21 heures. Mais la lumière semblait trop vive. Est-ce qu'à 21 heures, la lumière ne diminuait pas par les soirs d'août? Il se demanda si, après tout, Julia et lui ne s'étaient pas trompés d'heure, s'ils n'avaient pas dormi pendant que l'aiguille faisait le tour du cadran, et pensait qu'il était 23 heures, alors qu'en réalité, on était au lendemain matin 9 heures. Mais il ne suivit pas plus loin le fil de cette idée. Ce n'était pas intéressant. Il y eut sur le palier un pas plus léger. M. Charrington entra. Le maintien des hommes en uniforme noir se fit soudain plus modéré. L'aspect de M. Charrington avait aussi changé. Ramassez ces morceaux, dit-il brièvement. Un homme se baissa pour obéir. L'accent faubourien avait disparu. Winston comprit soudain quelle voix il avait entendue au télécran il y avait quelques minutes. M. Charrington portait encore sa vieille jaquette de velours, mais ses cheveux, qui avaient été presque blancs, étaient devenus noirs. Il ne portait pas non plus de lunettes. Il lança un seul coup d'œil aigu à Winston comme pour vérifier son identité, puis ne fit plus attention à lui. Il était reconnaissable, mais il n'était plus le même individu. Son corps s'était redressé et semblait avoir grossi. Son visage n'avait subi que de minuscules modifications, mais elles avaient opéré une transformation complète. Les sourcils noirs étaient moins touffus, les rides étaient effacées, toutes les lignes du visage semblaient avoir changé. Même le nez semblait plus court. C'était le visage froid et vigilant d'un homme d'environ 35 ans. Winston pensa que, pour la première fois de sa vie, il regardait en connaissance de cause un membre de la police de la pensée. Pardon, c'est un peu violent. Troisième partie. Chapitre 1. Winston ignorait où il se trouvait. Probablement au ministère de l'Amour, mais il n'y avait aucun moyen de s'en assurer. Il était dans une cellule au plafond élevé, sans fenêtre, aux murs blancs de porcelaine brillante. Des lampes dissimulées l'emplissaient d'une froide lumière, et Winston entendait un bourdonnement lent et continu qui, pensa-t-il, avait probablement un rapport avec la fourniture de l'air. Un banc, qui était une sorte d'étagère juste assez large pour s'asseoir, faisait le tour de la pièce, coupé seulement par la porte et au fond de la pièce par un seau hygiénique qui n'avait pas de siège en bois. Il y avait 4 télécrans, un dans chaque mur. Winston sentait au ventre une douleur sourde. Elle ne l'avait pas quitté depuis qu'on l'avait jeté dans un fourgon fermé et emporté. Mais il avait faim aussi, une sorte de faim malsaine qui le rongeait. Il pouvait y avoir 24 heures qu'il n'avait mangé, peut-être 36. Il ne savait toujours pas, et probablement ne saurait jamais, si c'était le matin ou le soir qu'on l'avait arrêté. Depuis son arrestation, il n'avait rien eu à manger. Il était assis, les mains croisées sur les genoux, aussi immobile qu'il le pouvait, sur le banc étroit. Il avait déjà appris à rester assis sans bouger. Quand il faisait un mouvement inattendu, on criait sur lui du télécran. Mais son désir de nourriture augmentait et le dominait. Ce qu'il désirait par-dessus tout, c'était un morceau de pain.
il avait dans l'idée qu'il y avait quelques miettes de pain dans la poche de sa combinaison. Il était même possible, il le pensait parce que de temps en temps quelque chose semblait lui chatouiller la jambe, qu'il y eût là un morceau de croûte qu'il pourrait saisir. À la fin, la tentation de s'en assurer l'emporta sur sa crainte. Il glissa une main dans sa poche. Smith glapit une voix au télécran. 60-79, Smith W. Dans les cellules, les mains doivent rester hors des poches. Il s'immobilisa de nouveau, les mains croisées sur les genoux. Avant d'être amené là, il avait été conduit à un autre endroit, qui devait être une prison ordinaire ou un cachot temporaire, employé par les patrouilles. Il ne savait pas combien de temps il y était resté. Quelques heures, de toute façon. Sans pendule et sans lumière solaire, il est difficile d'évaluer le temps. C'était un endroit bruyant, qui sentait très mauvais. Il avait été placé dans une cellule analogue à celle où il se trouvait actuellement, mais qui était ignoblement sale et toujours remplie de 10 ou 15 personnes. C'était en majorité des criminels ordinaires, mais parmi eux, il y avait quelques prisonniers politiques. Il était resté assis, silencieux, adossé au mur, bousculé par des corps sales, trop préoccupé par sa peur et son mal au ventre pour s'intéresser beaucoup à ce qui l'entourait. Il avait cependant noté l'étonnante différence entre le maintien des prisonniers du parti et celui des autres. Les prisonniers du parti étaient toujours silencieux et terrifiés, mais les criminels ordinaires ne semblaient avoir peur de personne. Ils vociféraient des insultes à l'adresse des gardes, luttaient férocement quand leurs effets étaient saisis, écrivaient des mots obscènes sur le parquet, mangeaient de la nourriture passée en fraude qu'ils tiraient de mystérieuses cachettes dans leurs vêtements, criaient même contre le télécran quand il essayait de restaurer l'ordre. Quelques-uns semblaient en bons termes avec les gardes, les appelaient par les surnoms et essayaient par des cajoleries de se faire passer des cigarettes par le trou d'espion de la porte. Les gardes aussi montraient envers les criminels ordinaires une certaine indulgence, même quand ils devaient les traiter durement. On parlait beaucoup des camps de travaux forcés où de nombreux prisonniers s'attendaient à être envoyés. Tout allait très bien dans les camps, aussi longtemps que l'on avait de bonnes relations et que l'on connaissait les ficelles. Il y avait la corruption, le favoritisme et les dissipations de toutes sortes. Il y avait l'homosexualité, la prostitution. Il y avait même l'alcool illicite obtenu par la distillation des pommes de terre. On ne donnait les postes de confiance qu'aux criminels communs, spécialement aux gangsters et aux meurtriers qui formaient une sorte d'aristocratie. Toutes les besognes rebutantes étaient faites par les criminels politiques. Il y avait un va-et-vient constant de prisonniers de tout modèle, colporteurs de drogue, voleurs, bandits, vendeurs du marché noir, ivrognes, prostituées. Quelques-uns des ivrognes étaient si violents que les autres prisonniers devaient s'unir pour les maîtriser. Une femme énorme, épave d'environ 60 ans, aux grandes mamelles ballottantes, aux épaisses boucles de cheveux blancs défaits, fut apportée hurlante et frappant du pied par 4 gardes qui la tenaient chacun par un bout. Ils lui arrachèrent les bottes avec lesquelles elle avait essayé de les frapper et la jetèrent dans le giron de Winston, qui en eut les fémurs presque brisés. La femme se redressa et les poursuivit de cris de « sale bâtard ». Remarquant alors qu'elle était assise sur quelque chose qui n'était pas plat, elle glissa des genoux de Winston sur le banc. « Pardon, chérie, dit-elle. Je me serais assise sur toi. C'est ces animaux qui m'ont mise là. Ils savent pas traiter les dames, hein ?» Elle s'arrêta, se tapota la poitrine et rota. « Oh, pardon, dit-elle. Je suis pas tout à fait dans mon assiette. Hein. » Elle se pencha en avant et vomit copieusement sur le parquet. « Oh, ça va mieux, dit-elle en se rejetant en arrière, les yeux fermés. « Oh, faut jamais garder ça, je te dis, ouais. Faut le sortir, là, pendant que c'est frais sur l'estomac. » Elle reprenait vie.
Elle se tourna pour jeter un autre regard à Winston et parut se toquer immédiatement de lui. Elle entoura l'épaule de Winston de son bras énorme et l'attira à elle, lui soufflant au visage une odeur de bière et de vomissure. Et comment tu t'appelles, mon petit chéri demanda-t-elle. Smith, répondit Winston. Smith répéta la femme. Oh, ça c'est drôle. Je m'appelle Smith aussi, dis donc. Eh bien, ajouta-t-elle avec sentiment, mais je pourrais être ta mère. Elle pourrait être ma mère, pensa Winston. Elle avait à peu près l'âge et le physique voulu, et il était probable que les gens changeaient quelque peu après 20 ans de travaux forcés. Personne d'autre ne lui avait parlé. Les criminels ordinaires ignoraient dans une surprenante mesure les prisonniers du parti. Ils les appelaient les polis, avec une sorte de mépris indifférent. Les prisonniers du parti paraissaient terrifiés de parler à qui que ce soit, et surtout de se parler entre eux. Une fois seulement, alors que 2 membres du parti de femmes étaient serrés l'une contre l'autre sur le banc, il surprit dans le vacarme des voix quelques mots rapidement chuchotés, et en particulier une allusion à quelque chose appelé Sal un ho un, qu'il ne comprit pas. Il pouvait y avoir 2 ou 3 heures qu'on l'avait apporté là. La douleur sourde de son ventre était continuelle, mais parfois elle s'atténuait, parfois elle empirait, et le champ de sa pensée s'étendait ou se rétrécissait suivant le même rythme. Quand elle augmentait, il ne pensait qu'à la douleur elle-même et à son besoin de nourriture. Quand elle s'atténuait, il était pris de panique. Il y avait des moments où il imaginait ce qui devait lui arriver avec une telle intensité que son cœur battait au galop et que sa respiration s'arrêtait. Il sentait les coups de matraque sur ses épaules et de bottes ferrées sur ses tibias. Il se voyait lui-même rampant sur le sol et criant grâce de sa bouche aux dents cassées. Il pensait à peine à Julia. Il ne pouvait fixer son esprit sur elle. Il l'aimait et ne la trahirait pas, mais ce n'était qu'un fait qu'il connaissait, comme il connaissait les règles de l'arithmétique. Il ne sentait aucun amour pour elle et se demandait même à peine ce qu'elle devenait. Il pensait plus souvent à O'Brien, avec un espoir vacillant. O'Brien devait savoir qu'il avait été arrêté. La fraternité, avait-il dit, n'essayait jamais de sauver ses membres. Mais il y avait la lame de rasoir. On lui enverrait une lame de rasoir si on pouvait. Il y aurait peut-être 5 secondes avant que les gardes puissent se précipiter dans la cellule. La lame lui mordrait la chair avec une froideur brûlante et les doigts même qui la tenaient seraient coupés jusqu'à l'os. Tout revenait à son corps malade, qui se recroquevillait en tremblant devant la moindre souffrance. Il n'était pas certain de pouvoir se servir de la lame de rasoir, même s'il en avait l'occasion. Il était plus naturel de vivre chaque moment en acceptant 10 minutes supplémentaires d'existence, même avec la certitude que la torture était au bout. Il essayait parfois de compter le nombre de carreaux de porcelaine des murs sur la cellule. Cela aurait été facile s'il n'en perdait toujours le compte à un point ou à un autre. Il se demandait plus souvent où et à quelle heure du jour il se trouvait. Parfois il avait la certitude qu'il faisait grand jour au dehors. L'instant suivant, il était également certain qu'il faisait un noir d'encre. Il sentait instinctivement qu'en ce lieu, la lumière ne serait jamais éteinte. C'était l'endroit où il n'y avait pas d'obscurité. Il comprenait maintenant pourquoi O'Brien avait semblé reconnaître l'allusion. Au ministère de l'amour, il n'y avait pas de fenêtre. Sa cellule pouvait être au cœur de l'édifice ou contre le mur extérieur. Elle pouvait se trouver 10 étages sous le sol ou 30 au-dessus. Il se déplaçait lui-même mentalement d'un lieu à un autre et essayait de déterminer par ses sensations s'il était haut perché dans l'air ou profondément enterré. Il y eut au dehors un piétinement de bottes. La porte d'acier s'ouvrit avec un son métallique. Un jeune officier, luisant de cuir verni, nette silhouette en uniforme noir, dont le visage pâle aux traits précis, était comme un masque de cire. Il ordonna aux gardes
d'amener le prisonnier qu'il conduisait. Le poète Ampleforth se traîna dans la cellule. La porte se referma avec le même bruit métallique. Il fit un ou deux mouvements incertains à droite et à gauche, comme s'il pensait qu'il y eût une autre porte pour s'en aller, puis il se mit à marcher dans la cellule de long en large. Il n'avait pas encore remarqué la présence de Winston. Ses yeux troubles étaient fixés sur le mur à 1 mètre environ au-dessus du niveau de la tête de Winston. Il n'avait pas de chaussures. Des orteils longs et sales passaient par les trous de ses chaussettes. Il y avait aussi plusieurs jours qu'il ne s'était pas rasé. Une barbe drue lui couvrait le visage jusqu'aux pommettes et lui donnait un air apache qu'il ne s'harmonisait pas avec sa grande carcasse faible et ses mouvements nerveux. Winston se réveilla un peu de sa léthargie. Il fallait parler à Ampleforth et risquer le glapissement du télécran. Ampleforth était peut-être même porteur de la lame de rasoir. « Ampleforth » dit-il. Il n'y eut pas de cri au télécran. Ampleforth s'arrêta avec un faible sursaut. Son regard se posa lentement sur Winston. « Ah, Smith » dit-il. « Vous aussi. Et pourquoi vous a-t-on mis dedans ?»« Oh, pour vous dire la vérité, » il s'assit gauchement sur le banc en face de Winston. « Il n'y a qu'un crime, hein, n'est-ce pas ?» dit-il. « Et vous l'avez commis ?» Apparemment. Il se posa la main sur le front et se pressa les tempes un moment comme s'il essayait de rappeler ses souvenirs. « Ce sont des choses qui arrivent, » commença-t-il vaguement. « J'ai pu trouver une raison possible, ce qui est sans doute une indiscrétion. Nous sortions une édition définitive des poèmes de Kipling. J'ai laissé le mot God à la fin d'un vers. Je ne pouvais faire autrement, ajouta-t-il presque avec indignation en relevant le visage pour regarder Winston. Il était impossible de changer le vers. La rime était rod. Savez-vous qu'il n'y a que 12 rimes en rod dans toute la langue? Je me suis raclé les méninges pendant des jours. Il n'y avait pas d'autres rimes. L'expression de son visage changea. Son air contrarié disparut, et il parut un moment presque content. Une sorte de chaleur intellectuelle, la joie du pédant qui a découvert un fait inutile, brilla à travers sa barbe sale et emmêlée. « Vous êtes-vous jamais rendu compte, demanda-t-il, que toute l'histoire de la poésie anglaise a été déterminée par le fait que la langue anglaise manque de rimes ? » Non, cette idée particulière n'était jamais venue à Winston. Vu les circonstances, elle ne le frappa d'ailleurs pas comme particulièrement importante ou intéressante. « Savez-vous quelle heure il est ?» demanda-t-il. Ampleforth parut de nouveau surpris. « J'y ai à peine pensé, dit-il. Ils m'ont arrêté il y a peut-être 2 jours, 3 jours. » Son regard fit rapidement le tour des murs comme s'il s'attendait à trouver une fenêtre quelque part. Ici, il n'y a aucune différence entre la nuit et le jour. Je ne vois pas comment on peut calculer l'heure ici. Ils causèrent à bâtons rompus pendant quelques minutes et puis, sans raison apparente, un glapissement du télécran leur ordonna de rester silencieux. Winston demeura calmement assis, les mains croisées. Ampleforth, trop grand pour être à son aise sur le banc étroit, se tournait et se retournait, les mains jointes tantôt autour d'un genou, tantôt autour de l'autre. Le télécran lui aboya de se tenir immobile. Le temps passait. 20 minutes, 1 heure. Il était difficile d'en juger. Une fois encore, il y eut un bruit de bottes à l'extérieur. Les entrailles de Winston se contractèrent. Bientôt, peut-être dans 5 minutes, peut-être tout de suite, le piétinement des bottes signifierait que son tour était venu. La porte s'ouvrit. Le jeune officier au visage glacé entra dans la cellule. D'un bref mouvement de la main, il indiqua Ampleforth. «
Salle 101, dit-il. Hopleforth sortit lourdement entre les gardes, le visage vaguement troublé, mais incompréhensif. Un long moment, sembla-t-il, passa. La douleur s'était ravivée au ventre de Winston. Son esprit allait à la dérive autour de la même piste, comme une balle qui retomberait toujours dans la même série d'encoches. Il n'avait que 6 pensées. La douleur au ventre, un morceau de pain, le sang et les hurlements. O'Brien, Julia, la lame de rasoir. Un nouveau spasme lui tordit les entrailles. Les lourdes bottes approchaient. Quand la porte s'ouvrit, le courant d'air fit pénétrer une puissante odeur de sueur refroidie. Parsons entra dans la cellule. Il portait un short kaki et une chemise de sport. Cette fois, Winston fut surpris jusqu'à s'oublier. « Vous, ici !» dit-il. Parsons lui lança un coup d'œil qui n'indiquait ni intérêt ni surprise, mais seulement de la souffrance. Il se mit à arpenter la pièce d'une démarche saccadée, incapable évidemment de rester immobile. Chaque fois qu'il redressait ses genoux rondelets, on les voyait trembler. Ses yeux écarquillés avaient un regard fixe, comme s'il ne pouvait s'empêcher de regarder quelque chose au loin. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda Winston. « Crime par la pensée, » répondit Parsons, presque en pleurnichant. Le son de sa voix impliquait tout de suite un aveu complet de sa culpabilité et une sorte d'horreur incrédule qu'un tel mot pût lui être appliqué. Il s'arrêta devant Winston et se mit à en appeler avec lui avec véhémence. À lui, avec Vous ne pensez pas qu'on va me fusiller, hein? On ne fusille pas quelqu'un qui n'a pas réellement fait quelque chose. Seulement des idées qu'on ne peut empêcher de venir. Je sais qu'ils donnent un bon avertissement. J'ai confiance en eux pour cela. Mais ils tiendront compte de mes services, hein, n'est-ce pas? Vous savez quelle sorte de type j'étais? Pas un mauvais bout, hein, dans mon genre. Pas intellectuel, bien sûr, mais adroit. Hein. J'essayais de faire de mon mieux pour le parti, hein, n'est-ce pas? Je m'en tirerai avec 5 ans, hein, ne croyez-vous pas? Ou peut-être 10 ans, hein? Un type comme moi peut se rendre assez utile dans un camp de travail, hein? Ils ne me tueront pas pour avoir quitté le droit chemin, juste une fois. Êtes-vous coupable? Demanda Winston. Bien sûr, je suis coupable, cria Parsons avec un coup d'œil servile au télécran. Vous ne pensez pas que le parti arrêterait un innocent, n'est-ce pas? Son visage de grenouille se calma et prit même une légère expression de dévotion hypocrite. Le crime par la pensée est une terrible chose, vieux, dit-il sentencieusement. Il est insidieux et il s'empare de vous sans que vous le sachiez. Savez-vous comme il s'est emparé de moi? Dans mon sommeil. Ah oui, c'est un fait. J'étais là, hein, à me surmener, à essayer de faire mon boulot, sans savoir que j'avais dans l'esprit un mauvais levain. Et je me suis mis à parler en dormant. Ah. Savez-vous ce qu'ils m'ont entendu dire? Il baissa la voix comme quelqu'un obligé, pour des raisons médicales, de dire une obscénité. Ah bah, Big Brother. Bah oui. Mais oui, j'ai dit cela, et je l'ai répété maintes et maintes fois, paraît-il. Entre nous, je suis content qu'il m'ait pris avant que cela aille plus loin. Savez-vous ce que je leur dirai quand je serai devant le tribunal? Ben, merci, je vais dire. Merci de m'avoir sauvé avant qu'il soit trop tard. Qui vous a dénoncé demanda Winston. Ah, c'est ma petite fille, répondit Parsons avec une sorte d'orgueil mélancolique. Elle écoutait par le trou de la serrure. Elle a entendu ce que je disais et, dès le lendemain, elle filait chez les gardes. Ah, fort, hein, ouais, pour une gamine de 7 ans. Hein. Je lui en garde aucune rancune. En fait, je suis même fier d'elle. Cela montre que je l'ai élevée dans les bons principes. Il fit encore quelques pas de long en large d'une démarche saccadée et jeta plusieurs fois un coup d'œil d'envie à la cuvette hygiénique et puis soudain il baissa son short et se mit nu. « Ah pardon, vieux, dit-il. Je peux pas m'empêcher, hein, c'est l'attente. Il laissa tomber son lourd postérieur sur la cuvette. Winston se couvrit le visage de ses mains.
Smith, glapit la voix du télécran. 79, 79, Smith W. Découvrez votre figure. Pas de visage couvert dans les cellules. Winston se découvrit le visage. Parsons se servit de la cuvette bruyamment et abondamment. Il se trouva que la bonde était défectueuse et la cellule pua largement pendant des heures. Parsons fut emmené. D'autres prisonniers vinrent et repartirent mystérieusement. Une femme, fut envoyée dans la salle 101, et Winston remarqua qu'elle parut se ratatiner et changer de couleur quand elle entendit ces mots. Il vint un moment où s'il avait été amené un matin, ce devait être l'après-midi. Mais s'il avait été amené l'après-midi, ce devait être minuit. Il y avait dans la salle 6 prisonniers, hommes et femmes. Tous étaient assis immobiles. En face de Winston se trouvait un homme au visage sans menton, tout en dents, exactement comme un gros rongeur inoffensif. Ses joues grasses et tachetées étaient si gonflées à la base qu'on pouvait difficilement ne pas imaginer qu'il avait, rangées là, de petites réserves de nourriture. Ses pâles yeux gris erraient timidement d'un visage à l'autre et se détournaient rapidement quand il rencontrait un regard. La porte s'ouvrit et un autre prisonnier, dont l'aspect fit frissonner Winston, fut introduit. C'était un homme ordinaire, d'aspect misérable, qui pouvait avoir été un ingénieur ou un technicien quelconque. Mais ce qui surprenait, c'était la maigreur de son visage. Il était comme un squelette. La bouche et les yeux, à cause de sa minceur, semblaient d'une largeur disproportionnée, et les yeux paraissaient pleins d'une haine meurtrière, inapaisable, contre quelqu'un ou quelque chose. L'homme s'assit sur le banc à peu de distance de Winston. Winston ne le regarda plus, mais le visage squelettique et tourmenté était aussi vivant dans son esprit que s'il l'avait eu sous les yeux. Il comprit soudain de quoi il s'agissait. L'homme mourait de faim. La même pensée sembla frapper en même temps tout le monde dans la cellule. Tout autour de la pièce, il y eut un faible mouvement sur le banc. Les yeux de l'homme sans menton ne cessaient de se diriger vers l'homme au visage de squelette et de se détourner d'un air coupable, et puis, cédant à une irrésistible attraction, de revenir à l'homme. Il commença par s'agiter sur son siège. À la fin, il se leva, traversa la cellule d'une démarche lourde de canard, fouilla dans la poche de sa combinaison et d'un air confus, tendit à l'homme au visage de squelette un morceau de pain sale. Il y eut au télécran un hurlement furieux et assourdissant. L'homme sans menton revint en bondissant sur ses pas. L'homme au visage de squelette avait rapidement lancé ses mains en arrière comme pour montrer au monde entier qu'il refusait le dos. « Bumstead !» hurla la voix. 27-13 Brumstead. Laissez tomber le morceau de pain. L'homme sans menton laissa tomber le bout de pain sur le sol. Restez debout là où vous êtes, reprit la voix. Face à la porte. Ne faites aucun mouvement. L'homme sans menton obéit. Ses larges joues gonflées tremblaient irrésistiblement. La porte s'ouvrit avec un claquement. Le jeune officier entra et se plaça de côté. Derrière lui émergea un garde court et trapu, aux bras et aux épaules énormes. Il s'arrêta devant l'homme sans menton, puis, à un signal de l'officier, laissa tomber un terrible coup, renforcé de tout le poids de son corps, en plein sur la bouche de l'homme sans menton. La force du coup sembla, en l'assommant, presque le vider du parquet. Son corps fut lancé à travers la cellule et s'arrêta contre la cuvette du water. Il resta un moment étendu, comme anéanti, tandis que du sang, d'un rouge foncé, lui sortait de la bouche et du nez. Il poussa un très faible gémissement ou glapissement qui semblait inconscient. Et puis il se tourna et se releva en trébuchant sur les mains et les genoux.
Dans un ruisseau de sang et de salive, les deux moitiés d'un dentier lui tombèrent de la bouche. Les prisonniers étaient restés assis là, absolument immobiles, les mains croisées sur les genoux. L'homme sans menton grimpa jusqu'à sa place. Au bas d'un côté de son visage, la chair devenait bleue. Sa bouche s'était enflée en une masse informe couleur cerise, creusée en son milieu d'un trou noir. De temps en temps, un peu de sang coulait goutte à goutte sur le haut de sa combinaison. Le regard de ses yeux gris flottait encore d'un visage à l'autre d'un air plus coupable que jamais, comme s'il essayait de découvrir jusqu'à quel point les autres le méprisaient pour l'humiliation qu'on lui avait infligée. La porte s'ouvrit. D'un geste bref, l'officier désigna l'homme au visage de squelette. « Salle 101, dit-il. Il y eut un halètement et une agitation à côté de Winston. L'homme s'était jeté sur le parquet à genoux et les mains jointes. « Camarade officier, cria-t-il, vous n'allez pas me conduire là. Est-ce que je ne vous ai pas déjà tout dit? Que voulez-vous savoir d'autre? Il n'y a rien que je ne veuille vous confesser, rien. Dites-moi seulement ce que vous voulez, je le confesserai tout de suite. Écrivez-le et je signerai n'importe quoi. Mais pas la salle 101. Salle 101, répéta l'officier. Le visage de l'homme, déjà très pâle, prit une teinte que Winston n'aurait pas cru possible. C'était, d'une manière précise, indubitable, une nuance verte. « Faites-moi n'importe quoi, cria-t-il. Vous m'avez affamé, affamé pendant des semaines. Finissez-en et laissez-moi mourir. Hein. Fusillez-moi, pendez-moi, condamnez-moi à 25 ans. Hein. Y a-t-il quelqu'un d'autre que vous désiriez que je trahisse? Dites seulement qui c'est et je dirai tout ce que vous voudrez. Tout. Cela m'est égal. Qui c'est et ce que vous lui ferez aussi. J'ai une femme et 3 enfants. L'aîné n'a pas 6 ans. Vous pouvez les prendre tous et leur couper la gorge sous mes yeux. Hein. Je resterai là et je regarderai. Mais pas la salle 101. Salle 101, dit l'officier. L'homme, comme un fou, regarda les autres autour de lui comme s'il pensait qu'il pourrait mettre à sa place une autre victime. Ses yeux s'arrêtèrent sur le visage écrasé de l'homme sans menton. Il tendit un bras maigre. « C'est celui-là que vous devez prendre, hein? Pas moi ?» cria-t-il. « Vous n'avez pas entendu quand on lui a défoncé la gueule ce qu'il a dit? Hein? Donnez-moi une chance et je vous le répéterai mot pour mot. C'est lui qui est contre le parti, pas moi. » Les gardes s'avancèrent. La voix de l'homme s'éleva et devint déchirante. « Vous ne l'avez pas entendu, répéta-t-il. Le télécran ne marchait pas. C'est lui votre homme, c'est lui. Prenez-le, pas moi. » Les 2 robustes gardes s'étaient arrêtés pour le prendre par les bras, mais il se jeta sur le parquet et s'agrippa à l'un des pieds de fer qui supportait le banc. Il avait poussé un hurlement sans nom comme un animal. Les gardes le saisirent pour l'arracher au banc, mais il s'accrocha avec une force assez étonnante. Pendant peut-être 20 secondes, ils le tirèrent de toute leur force. Les prisonniers étaient assis, immobiles, les mains croisées sur les genoux, le regard fixé droit devant eux. Le hurlement s'arrêta. L'homme économisait son souffle pour s'accrocher. Il eut alors un autre sorte de cri. D'un coup de son pied botté, un garde lui avait cassé les doigts d'une main. Ils le traînèrent et le mirent debout. « Salle 101 !» dit l'officier. L'homme fut emmené, trébuchant, tête basse, frottant sa main écrasée, toute sa combativité épuisée. Un long temps s'écoula. Si l'homme au visage squelettique avait été emmené à minuit, on était au matin. S'il avait été emmené le matin, on était à l'après-midi. Winston était seul. Il était seul depuis des heures. La souffrance éprouvée à rester assis sur le banc étroit était telle que souvent il se levait et marchait sans recevoir de blâme du télécran. Le morceau de pain se trouvait encore là, où l'homme sans menton l'avait laissé tomber. Il fallait au début un grand effort à Winston pour ne pas le regarder, mais la faim faisait maintenant place à la soif. Sa bouche était pâteuse et avait mauvais goût.
Le bourdonnement et la constante lumière blanche produisaient une sorte de faiblesse, une sensation de vide dans sa tête. Il se levait parce que la souffrance de ses os n'était plus supportable. Et puis, presque tout de suite, il se rasseyait parce qu'il avait trop le vertige pour être sûr de tenir sur ses pieds. Dès qu'il pouvait dominer un peu ses sensations, la terreur réapparaissait. Parfois avec un espoir qui allait s'affaiblissant. Il pensait à O'Brien et à la lame de rasoir. Peut-être la lame de rasoir arriverait-elle cachée dans la nourriture s'il était jamais nourri. Plus confusément, il pensait à Julia. Quelque part, elle souffrait, peut-être beaucoup plus intensément que lui. Il se pouvait qu'elle fût à l'instant même en train de hurler de douleur. Il pensa, si je pouvais, en doublant ma propre souffrance, sauver Julia, le ferais-je? Oui, je le ferais. Mais ce n'était qu'une décision intellectuelle, prise parce qu'il savait qu'il devait la prendre. Il ne la sentait pas. Dans ce lieu, on ne sentait que la peine et la prescience de la peine. Était-il possible, en outre, quand on souffrait réellement, de désirer, pour quelque raison que ce fût, que la douleur augmente? Mais il n'était pas encore possible de répondre à cette question. Les bottes approchaient de nouveau. La porte s'ouvrit, O'Brien entra, Winston se dressa sur ses pieds. Le choc de cette visite lui avait enlevé toute prudence. Pour la première fois, depuis de nombreuses années, il oublia la présence du télécran. « Ils vous ont pris aussi » cria-t-il. « Ils m'ont pris depuis longtemps » dit O'Brien presque à regret, avec une douce ironie. Il s'écarta. Derrière lui émergea un garde au large torse, muni d'une longue matraque noire. « Vous le saviez, Winston, » dit O'Brien. « Ne vous mentez pas à vous-même. Vous le saviez. Vous l'avez toujours su. » Oui. Oui, il le voyait maintenant. Il l'avait toujours su. Mais il n'avait pas le temps d'y réfléchir. Tout ce qu'il avait d'yeux était pour la matraque que tenait la main du garde. Elle pouvait tomber n'importe où, sur le sommet de la tête, sur le bout de l'oreille, sur le bras, sur l'épaule. L'épaule. Il s'était effondré sur les genoux, presque paralysé, tenant dans son autre main son épaule blessée. Tout avait explosé dans une lumière jaune. Inconcevable, inconcevable qu'un seul coup pût causer une telle souffrance. La lumière s'éclaircit, et il put voir les deux autres qui le regardaient. Le garde riait de ses contorsions. Une question, en tout cas, avait trouvé sa réponse. Jamais, pour aucune raison au monde, on ne pouvait désirer un accroissement de douleur. De la douleur, on ne pouvait désirer qu'une chose, qu'elle s'arrête. Rien au monde n'était aussi pénible qu'une souffrance physique. Devant la douleur, il n'y a pas de héros. Aucun héros, se répéta-t-il, tandis qu'il se tordait sur le parquet, étreignant sans raison son bras gauche estropié. Sympa.